Nouvelle édition du QG News, bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce journal. À l'initiative du président français Emmanuel Macron, Paris accueille ce jeudi et vendredi le sommet pour un nouveau pacte financier mondial, la réforme du système financier international afin de mieux armer les pays vulnérables face au changement climatique et à la pauvreté sont au cœur des discussions. Le Mali dépose une plainte contre la MINUSMA accusée d'espionnage. En cause, un rapport des Nations Unies accusant l'armée malienne de commettre des violations des droits de l'homme aux côtés de mercenaires russes de Wagner. La nouvelle stratégie couvre les 5 prochaines années. Un nouveau plan stratégique validé au Togo pour renforcer la filière soja. Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial se tient ce jeudi et vendredi à Paris. Une cinquantaine de chefs d'État sont présents en France pour relancer la coopération Nord-Sud. Parmi les présidents sur place, dans la capitale française, le chef de l'État camerounais Paul Biya venu à négocier de nouveaux financements. Des grandes organisations internationales, des ONG, des militants sont aussi présents à ce sommet au cours duquel les discussions vont essentiellement porter sur les financements à destination des pays les moins avancés, des pays les plus vulnérables au changement climatique. Il s'agit de poser les bases d'un nouveau système financier. Je vous propose d'écouter le chef de l'État français Emmanuel Macron qui plaide pour un sursaut de solidarité climatique. Ce que nous voulons bâtir ici, dans un moment où les risques de division sont grands, c'est en effet un nouveau consensus, mais qui ne soit pas dicté d'un endroit, mais qui soit en quelque sorte porté par celles et ceux qui vivent les conséquences du changement climatique et des dérèglements et ont à lutter au premier plan face à la pauvreté et ses conséquences. Pour cela, nous avons un système financier qui est le fruit d'un consensus passé, qui a su montrer son efficacité, qui a apporté des aides extrêmement conséquentes durant les décennies passées, mais qui ne va sans doute plus assez vite, qui n'est plus tout à fait adapté et qu'il faut réaligner sur nos objectifs. C'est pour cela que nous avons proposé l'année dernière à Bali un nouveau pacte financier mondial. Celui-ci doit être bâti d'abord sur les attentes des populations. Jamais aucun décideur, aucun pays ne doit avoir à choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète. Le Mali, toujours dans l'attente des résultats du référendum constitutionnel qui s'est tenu dimanche dernier, mais l'autorité indépendante de gestion des élections annonce néanmoins le taux de participation. Seulement 38% des 8,4 millions d'électeurs maliens se sont déplacés pour voter le 18 juin. Et pour revenir au résultat du référendum, il devrait être annoncé au plus tard demain, 23 juin, conformément au délai légal de 5 jours à compter du vote censé aboutir en mars 2024 au retour des civils au pouvoir au sein de ce pays dirigé depuis 2020 par les militaires. La junte malienne au pouvoir qui dépose une plainte contre la MINUSMA, la force de maintien de la paix des Nations Unies. Cette démarche intervient à la suite d'un rapport du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU fondé sur une enquête de la division des droits de l'homme de la MINUSMA accusant les troupes maliennes et leurs alliés d'avoir massacré des centaines de personnes à Moura en mars 2022. Samantha Saberous Aboubanga. À la suite de la publication du rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme faisant état de prétendus faits et exactions commis sur des populations civiles par les forces armées maliennes FAMA lors d'une mission aéroportée à Moura, les autorités maliennes ont déposé une plainte pour espionnage contre la mission onusienne. C'est ce qui ressort d'un communiqué du procureur général près de la cour d'appel de Bamako, rendu public le 19 juin 2023. Je pense que le fait d'acter pour porter plainte contre l'ONU, une mission de l'ONU dans les exactions de Moura pour espionnage, parce que je crois qu'il y a, lors d'un communiqué, l'État malien avait déploré le fait qu'ils aient été épiés par des satellites, etc., dans le cadre de l'affaire de Moura. Alors, donc, il est bien que l'État malien porte plainte pour espionnage parce que son intégrité territoriale a été violée.
sa souveraineté a été violée quelque part, s'ils ont vraiment les preuves de ce qu'ils avancent. Le gouvernement malien a rejeté le contenu du rapport et a annoncé l'ouverture d'une enquête contre les rapporteurs onusiens pour espionnage, atteinte à la sûreté et extérieure de l'État, des crimes réprimés par le Code pénal, des faits prévus et punis par les dispositions de plusieurs articles du Code pénal malien selon le parquet. Porter plainte devant la justice de Bamako, la Cour de justice de Bamako. Est-ce que cette Cour de justice est compétente pour juger de cette affaire qui implique l'international? Parce que dans le monde entier, je pense que c'est la Cour pénale internationale qui est habilitée à juger des crimes de guerre et des crimes d'espionnage entre les États. D'un autre niveau, il y a les États-Unis qui ont fait de telle sorte que leur justice ait la capacité de juger tout crime à travers le monde. Maintenant, est-ce que le parquet de Bamako a la compétence pour juger de cette affaire? D'où la grosse équation à résoudre. Ce rapport révèle que plus de 500 civils auraient été tués entre le 27 et le 31 mars 2022 par les FAMA et des personnels militaires étrangers considérés par les chancelleries occidentales comme des membres de la compagnie de sécurité privée russe Wagner. Tension en Sierra Leone à l'approche de l'élection présidentielle prévue ce 24 juin. Une manifestation a été durement réprimée ce mercredi à Freetown après que des centaines de partisans de l'APC, principal parti d'opposition, sont descendus dans la rue pour exiger le départ du président de la commission électorale accusé de favoriser le président sortant Julius Maada Bio. Les protestataires dénoncent également le système de décompte des voix, la mauvaise qualité des cartes d'électeurs ou encore la liste électorale jugée incomplète. Le conflit qui a éclaté le 15 avril au Soudan entre l'armée, commandée par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les FSR du général Mohamed Hamdan Daglo a fait au moins 2000 morts. Plus de 2 mois de guerre entre armée et paramilitaires qui a également forcé plus de 2,5 millions de personnes à fuir le pays. Des réfugiés qui prennent la direction des pays voisins à l'instar du Tchad. Reportage entre correspondants, Mahamat Ramadan. Le Tchad fait face à l'arrivée massive de réfugiés soudanais sur son territoire. Bien que la frontière entre les deux pays soit officiellement fermée, le Tchad, avec son couloir humanitaire, continue d'accueillir des milliers de réfugiés chaque jour, dont une dizaine de blessés. À ce jour, 116 000 Soudanais ont trouvé refuge au Tchad et ce nombre évolue rapidement selon les autorités tchadiennes qui appellent à la générosité de la communauté internationale. C'est d'abord leur dire qu'il y a une crise ici, qu'il y a une catastrophe humanitaire ici. Et ce que je ne comprends pas, personne ne réagit à cette catastrophe. Vous voyez devant vous ces femmes, ces enfants démunis qui n'ont rien du tout. Et le Tchad est en train de seul supporter et nous avons nos limites. Selon le gouvernement tchadien et les Nations Unies, le nombre de réfugiés pourrait atteindre les 250 000 dans les prochaines semaines. La plupart d'entre eux nécessitent une prise en charge médicale immédiate et de soutien humanitaire alors que les aides internationales se font de plus en plus rares. La situation sécuritaire au Soudan s'est détériorée et nous nous sommes réfugiés au Tchad avec toutes nos familles depuis 13 jours. Dieu merci, le gouvernement tchadien et le peuple tchadien nous ont bien accueillis. Qu'Allah leur rende ce bienfait au centuple. Mais les gens que vous voyez ont faim et n'ont pas de toit pour se protéger des intempéries. Pour rappel, malgré les multiples cessez-le-feu, des combats sont toujours signalés dans la région du Darfour, à la frontière du Tchad, et la situation sécuritaire et humanitaire continue de se détériorer. À noter que face à cette arrivée massive de réfugiés, l'organisation de la coopération islamique annonce son intention d'appuyer les autorités tchadiennes dans la gestion des réfugiés.
L'économie au Togo et les ambitions fixées pour la filière soja. Les autorités souhaitent parvenir à produire chaque année 500 000 tonnes. C'est l'objectif fixé d'ici à 2028. C'est ce qu'indique un plan stratégique qui vient d'être validé et qui vise à renforcer la position du Togo en tant qu'exportateur de soja vers l'Europe. Les précisions de Tchèque Omar Kamara. Le secteur togolais du soja a connu une croissance rapide ces dernières années et espère poursuivre sa croissance en adoptant un nouveau plan stratégique visant une production annuelle de 500 000 tonnes de soja d'ici 2028. La nouvelle feuille de route est structurée autour de plusieurs axes forts liés aux ambitions du gouvernement tels que le développement de la transformation locale, la promotion des exportations de soja biologique dans l'optique de maintenir la réputation du Togo au niveau international. La filière soja est une filière qui commence à être ancrée dans les habitudes agricoles. Et donc la production connaît des hausses substantielles, atteignant parfois les 200 000 tonnes au cours des dernières années. Et également, c'est une filière qui permet également d'apporter des revenus additionnels aux agriculteurs de la zone du Togo. Donc on a, malgré une faible pluviométrie qui ne favorise pas trop l'essor de la filière, on note quand même un bon espoir et un bon engouement en matière de production. De plus, l'accent mis sur la transformation locale et la création de valeur devrait permettre au pays de tirer parti de son avantage concurrentiel dans la culture biologique du soja. Cela permettra d'augmenter les revenus des agriculteurs et des personnes impliquées dans ce secteur. Cependant, la construction de l'usine de la capacité de 250 000 tonnes nouvellement construite sur la plateforme industrielle de Pilla au nord de Lomé offre déjà une belle opportunité d'accroissement au niveau de la filière. Et donc cette nouvelle unité-là, dont une deuxième sera en construction, permettra d'avoir deux types de transformation, notamment la transformation de soja du conventionnel et la transformation de soja bio, va permettre de valoriser sur place cette production-là. Et donc c'est tout à fait normal que le Togo se donne une ambition de pouvoir produire jusqu'à 500 000 tonnes de soja d'ici 2028. En rappel, au Togo, le secteur du soja regroupe quelques 30 000 producteurs, 200 000 commerçants et exportateurs et une centaine d'entreprises. Plusieurs pôles de transformation sont également en cours d'opérationnalisation sur la plateforme industrielle d'Adetikopé, pôle urbain émergent situé à Lomé. Le Sénégal s'est offert une victoire de prestige ce mardi à Lisbonne, au Portugal. Les Lions de la Teranga ont fait tomber le Brésil en amical, score 4-2, grâce notamment à Sadio Mané qui a inscrit un doublé. Voici le déroulé de la rencontre dans ce sujet de Séverin Douqueux. La sélection sénégalaise continue sa belle ascension et rassure avec toujours de belles performances. Mardi 20 juin face au Brésil en match amical, les Lions de la Teranga ont fait montre d'une prestation de haut calibre en venant à bout de la sélection brésilienne, 4-2. C'est pourtant les hommes de Ramon Menezes qui ouvrent la marque à la 11e minute. Très vite rattrapé à la 22e grâce à Habib Diallo qui égalise pour le Sénégal. Ils prennent définitivement l'avantage en deuxième partie grâce à une agressivité offensive qui va aboutir à un but contre son camp de Marquinhos à la 55e. Sadio Mané enfonce le clou à la 52e grâce à une belle frappe enroulée en pleine lucarne. Sur une erreur de communication entre le portier sénégalais et sa défense, les Sénégalais encaissent un deuxième but avant d'obtenir en fin de partie un pénalty transformé par Mané. Il faut d'abord dire que la victoire du Sénégal sur le Brésil est tout à fait historique. C'est la première fois qu'une équipe africaine marque 4 buts contre le Brésil. Et cela montre encore une fois que les bonnes performances du football sénégalais, ça fait 5, 6 ou 7 ans que le sélectionneur Aliou Cissé dirige l'équipe nationale. Et on a vraiment de bons résultats, des résultats qu'on n'a jamais eu dans l'histoire du football sénégalais. 4 buts contre le Brésil, ce n'est pas une mince affaire. Ça c'est à souligner et cela montre vraiment l'état du football sénégalais, que le Sénégal est en train vraiment d'émerveiller le monde sur le plan footballistique. Cette performance des Lions de la Teranga au stade de José Alvalade de Lisbonne au Portugal confirme la bonne forme de cette sélection malgré le nul concédé face au Bénin le 17 juin 2023 qui avait mis fin à une série de 4 victoires consécutives lors des éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Des performances qui rassurent sur sa position de favori à la CAN 2023. Le Sénégal a tous les atouts pour bien garder sa couronne, pour défendre son trophée. Rappelons que le Sénégal est détenteur de la CAN précédente
Et le Sénégal a tous les atouts et toutes les armes pour défendre son trophée. Il faut s'attendre donc à un grand Sénégal qui va, au minimum, au pire des cas, de mon point de vue, va atteindre la finale. Parce qu'actuellement, sur le plan continental, je ne vois pas une équipe qui peut tenir tête à l'équipe nationale du Sénégal. Après le sacre à l'édition 2021 au Cameroun, le groupe d'Aliou Cissé ambitionne de soulever à nouveau le trophée de l'édition ivoirienne en janvier 2024. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.